Bien, donc j'excuse par ailleurs donc Fabien Robert, le maire adjoint de Bordeaux à la culture, qui n'était pas disponible ce matin, mais qui recevra mercredi soir à 19h15 dans les salons de l'Hôtel de Ville tous ceux qui auront pu être là et tous ceux qui seront arrivés pour le colloque de la Société internationale des Amis de Montaigne. Voilà, ça sera mercredi soir. Jean-François Sibers, le conseiller livre et lecture à la DRAC Aquitaine, chargé du patrimoine, est retenu ce matin par une réunion à laquelle il ne pouvait pas se soustraire. Il en est désolé, mais il nous rejoint pour cet après-midi. Voilà. Donc, tout cela étant dit, donc bienvenue dans ces murs. Je me réjouis de la grande semaine montagniste que nous avons avec ces 2 colloques successifs. Et tout cela me paraît emblématique là, des relations entre les conservateurs, les chercheurs, les spécialistes des textes, des manuscrits, enfin, voilà, chacun apportant sa pierre pour cette grande œuvre. J'essaierai moi-même de suivre au maximum donc, ces journées. J'espère aussi que vous aurez un peu le temps quand même d'aller visiter la bibliothèque, de monter dans les étages. Vous verrez, c'est une bibliothèque qui s'est beaucoup rénovée et modernisée, qui s'ouvre vraiment à un public très large, mais qui, bien sûr, n'oublie pas toute sa dimension patrimoniale, avec notamment ce qu'on appelle à Bordeaux les 3 M, Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Voilà. Nous aurons d'ailleurs dans 2 semaines aussi une soirée Montesquieu en toutes lettres, voilà, consacrée à la correspondance de Montesquieu, voilà, avec la présence de Catherine Volpiac-Auger, même si j'ai appris ce week-end donc la disparition de son mari. Voilà. L'incinération aura lieu demain. Bon, voilà, donc Alors, nous travaillons aussi bien du coup avec évidemment les chercheurs, l'université, les sociétés savantes, et aussi donc, nous tâchons que le patrimoine bénéficie à un large public. C'est aussi ce que nous mettons en œuvre à travers la numérisation et la mise en ligne sur le portail de la bibliothèque de Bordeaux. Nous tâchons aussi que ce patrimoine soit le mieux possible conservé. Donc il y a une phase de travaux qui est en cours pour améliorer encore les conditions de conservation, et notamment pour que la salle de lecture des collections patrimoniales soit aux normes thermiques. Là, actuellement, les documents ont un choc thermique quand on les sort de la chambre forte et qu'ils arrivent dans la salle de consultation. Voilà, donc ça, c'est des travaux qui ont commencé. Il y a une phase d'étude en 2015 pour continuer. Voilà, donc nous sommes partis jusque sans doute en 2017. Voilà. Alors donc je vais ensuite passer donc la parole à Nicolas Barbet, donc mon collègue responsable du département patrimoine, qui va évoquer donc tout ce travail en partenariat avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance et le programme de recherche donc des bibliothèques virtuelles humanistes, et qui a permis de numériser donc toute une série de documents dont il vous parlera, sachant que par ailleurs l'exemplaire de Bordeaux sera pour sa part numérisé par la Bibliothèque nationale dans ses ateliers, l'an prochain ou au plus tard en 2016. Enfin, donc c'est une date encore à préciser. Et puis l'idée, c'est de créer aussi un site spécifique et puis de faire organiser aussi un grand événement pour quand tout cela sera mis en place. Donc tout cela se fera évidemment avec vous et on s'en réjouit. Alors toujours dans cet esprit de faire connaître au grand public nos trésors, donc un livre qui s'appelle Trésors de la bibliothèque de Bordeaux va être publié en fin de semaine, très richement illustré, voilà, avec l'éditeur Aquitain Le Festin, qui depuis 25 ans donc, publie des documents sur le patrimoine aquitain. Donc livre grand public, mais avec des intervenants, des auteurs de qualité, puisqu'Alain Legros donc, avait bien voulu se charger de rédiger un texte de présentation du fonds Montaigne de la bibliothèque de Bordeaux. Donc merci encore à lui. Donc Catherine Volpiac a rédigé le texte sur le fonds Montesquieu. Voilà, et Nicolas Barbet, sa collaboratrice Agnès Verret, sur le fonds Mauriac. Voilà. Et puis c'est un ouvrage qui, au fil d'un abécédaire, permet donc d'évoquer toutes sortes de collections et de documents de la bibliothèque. Voilà, donc je ne vais pas être plus long et merci beaucoup donc, à Marie-Lise Domonet et puis à toute son équipe pour ce travail en partenariat qui nous permet d'avancer dans la connaissance de l'œuvre de Montaigne. Et puis merci à tous les chercheurs qui continuent à révéler à quel point nous conservons des trésors sur lesquels il y a encore à découvrir. Donc merci à Alain Legros et puis à tous ceux qui mènent ces recherches. Voilà, merci. Donc, comme l'a... Merci beaucoup, monsieur le directeur. Comme l'a dit Olivier Caudron, nous nous réjouissons d'autant plus de la tenue de ces journées ici que donc, nous avons un double projet en commun donc, avec le CESR.
double projet. Tout d'abord le programme Montaigne à l'œuvre, et puis le second projet Laborem, la Boétie et Montaigne, bibliothèque privée en Aquitaine. Ces deux projets ont permis la numérisation des éléments principaux, on va dire, du corpus Montaigne de la bibliothèque, à savoir 3 éditions des essais, 29 ouvrages de la librairie de Montaigne. Et puis donc le programme Laborem a permis une extension de ce projet-là avec la numérisation de 7 ouvrages, si ma mémoire est bonne, qui forment un sous-ensemble la librairie de Montaigne, qui porte donc le petit B signalant la possession de ces ouvrages par Étienne de la Boétie. Et puis, donc ce programme Laborem aussi qui a permis une focalisation particulière sur la numérisation des reliures, permettant ainsi de reconstituer notamment la disposition des ouvrages sur les étagères. Donc ces deux programmes ont permis donc une numérisation de plusieurs ouvrages. La mise en ligne a été effectuée de notre côté. Alors je crois que chez vous, pour le moment, c'est le Beuter, hein, c'est ça qui est en ligne. Voilà, les arrêts, mais les arrêts ne sont pas chez vous. Et donc nous, tout a été mis en ligne très récemment. Se trouve donc sur bibliothèque.bordeaux.fr, et donc notre bibliothèque numérique, qui pour le moment n'a pas de nom, mais nous y travaillons, ce sera sans doute le cas l'année prochaine. Donc on y trouve une page dédiée à Montaigne avec un certain nombre d'ouvrages, et donc notamment la librairie, des portraits, et puis les 3 éditions des essais numérisés. Donc en attendant, comme l'a dit Olivier Caudron, la numérisation de l'exemplaire de Bordeaux l'année prochaine ou en 2016. On peut signaler aussi donc ce double projet a donné lieu à l'étude des encres sur l'exemplaire de Bordeaux, dont on parlera durant ces 2 journées. Et puis donc aussi une étude codigologique également de l'exemplaire de Bordeaux. Donc un partenariat très riche et qui de toute manière va se poursuivre dans les années à venir. Voilà. Bien. Merci beaucoup à Nicolas Barbet qui nous a beaucoup aidé et qui va encore d'ailleurs certainement nous aider, parce que ça n'est pas fini, on a encore des travaux à faire ensemble. Donc pour cette matinée, je rappelle le programme, parce qu'il y a une petite modification aussi non pas pour la matinée, mais plutôt pour l'après-midi. Moi, je vais faire une présentation générale. Presque tout le monde parmi vous connaît déjà, c'est déjà ce que je vais dire. Voilà, ça sera une espèce de table des matières pour ces 2 journées. Et la modification, si vous avez eu une version antérieure du programme, c'est que cet après-midi, à 13h30, ce ne sont pas les livres de la librairie qui vont être présentés, mais la reconstitution 3D. Donc il y a deux éléments techniques importants. Ce que vous allez entendre à 11h, c'est le plafond et c'est la reconstitution 2D. Et tout de suite après le déjeuner, donc à 13h30, la reconstitution 3D, avec les mêmes personnes, mais voilà. Donc c'est à noter si certaines des gens que vous connaissez avaient prévu de venir seulement cet après-midi pour les prévenir de cette modification de programme. On sait aussi pour continuer, enfin être dans la continuité par rapport au livre de la librairie et par rapport à ce que Alain Legros va présenter par la suite, et on terminera cette journée par la présentation par l'IRHT et l'IRAMAT du travail sur les encres en particulier. Alors je vais revenir à la diapositive précédente. Voilà, mais c'est très important que nous soyons dans ces lieux et que nous présentions aussi l'ensemble des projets, parce qu'en fait il n'y a pas que l'ANR, ce qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, un programme donc 2013, 2014, 2015 en principe, mais ce qui avait été prévu dans le projet initial, bon, d'abord on n'a pas eu l'intégralité du financement qu'on avait demandé, mais ça c'est voilà, tout le monde en est là, et donc il a fallu chercher des
financements complémentaires et notamment des financements complémentaires pour la numérisation elle-même. Ce qu'on avait prévu dans le projet de l'ANR, c'était surtout de financer les numérisations hors de France, hein, tout ce qu'on doit acheter, acquérir à l'extérieur pour avoir, si possible, les documents complets. Et donc Laborem, c'est le nom du projet spécifique qui a permis de financer la partie bordelaise, hein, uniquement les ouvrages conservés Bordeaux et en Aquitaine aussi, puisqu'il y a également Périgueux et Libourne, et aussi la bibliothèque universitaire de Pessac, hein, des volumes qui devraient arriver aussi un jour. Voilà. Donc c'est vraiment une combinaison de partenariats régionaux, nationaux et internationaux sur lesquels je reviendrai. Vous voyez le livre déchiré qui est là, ce sont les éphémérides de Beuter, hein, qui sont en ligne depuis avant-hier, hein, sur le site des bibliothèques virtuelles et aussi, et donc bien sûr, qui a été numérisé à Bordeaux. Alors, suite de la table des matières, ce que vous avez vu là, qui est une capture d'écran du site de la bibliothèque, moi, je vous conseille de passer par en ligne 24 heures sur 24. Après avoir beaucoup tâtonné, c'est pas facile à trouver quand même, les ouvrages numérisés. Mais c'est exactement la même chose chez nous, hein. Je veux dire, on est aussi tenu d'avoir des sites spécifiques. Le CNRS veut ses sites spécifiques. L'équipe ex-Biblissima veut son site spécifique. L'Université de Tours veut aussi sa page, sa feuille son modèle. Donc on a une superposition de couches comme ça qui fait que ce qui est plus rapide, c'est de chercher sur Google. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore indexé vraiment bien les livres de Montaigne de la bibliothèque. Voilà, ça va pas tarder. Donc là, c'est très pratique parce que justement, il y a cette division en quatre qui est très, très commode. Alors nous, on a fusionné effectivement œuvres et librairie de Montaigne, mais c'est bien aussi de pouvoir faire des deux entrées différentes et de pouvoir les afficher séparément. Voilà. Alors le projet initial, le voici, hein, je le rappelle. En fait, on va s'arrêter là. Hein, l'ambition, c'était effectivement d'aller jusqu'aux livres hypothétiques des contemporains que Montaigne ne cite jamais, mais qu'il a lus. Mais alors là, évidemment, ce sont des listes qui sont à reconstituer en fonction des lectures que l'on peut faire, en fonction des éditions aussi qui ont été proposées depuis le temps qu'on édite les essais de Montaigne. Donc chronologiquement, effectivement, c'est l'édition de 80 et 82. On expliquera demain plus en détail comment on essaie de publier deux éditions en même temps. Ensuite, bien sûr, EB, hein, qui est la transcription difficile, l'édition de 1595. Alors, les livres conservés, donc c'est là où on est, où effectivement la bibliothèque bordelaise et aquitaine intervient actuellement. Et puis, si on avait le temps, si on avait de l'argent et si on avait les ressources humaines, etc., les sources avérées, et notamment les textes qui sont cités par les essais. Hein, donc, certains, effectivement, sont dans les livres conservés, mais il y en a certains d'autres, on n'a toujours pas. Il nous manque, effectivement, des quantités d'ouvrages que Montaigne ne pouvait pas ne pas avoir lu, hein, ou à consulter. Après, on va par ordre d'incertitude, hein, jusqu'au flou le plus total. Ouais. Ça va Ah oui, ça serait pas mal, effectivement, oui, ça peut. J'appuie sur le bouton rouge, c'est ça, voilà. Et puis, dans ce qui était prévu, bien sûr, la prosopographie. Bon, c'est plutôt l'IRHT qui en est chargé, mais c'est lié avec un projet justement de fiches de personnes beaucoup plus vaste. La reconstitution 3D, on peut dire 2D, 3D. Le travail sur les écritures et la reconnaissance de la signature et de l'écriture de Montaigne. La version audio également, et finalement le travail sur les encres qui n'était pas vraiment prévu pour Montaigne s'est ajouté à cela. Donc ça c'est la partie projet ANR. Voilà. Et pour la partie proprement dit librairie, hein, les 100
En suivant la façon dont on compte, ça peut être 100. Hein. Bon, mais ça dépend comment on les distingue. Et avec différents établissements qui nourrissent de façon plus ou moins importante cet ensemble, en comptant en plus des exemplaires qui ont été retrouvés assez récemment, et notamment par l'équipe de Rubino, de Marcos Gattoni et Barbara Pistilli, et puis sous la direction de Nicolas Panicchi, ce très beau catalogue de la bibliothèque de Montaigne qui vient juste de paraître. J'espère que vous en avez apporté beaucoup d'exemplaires à vendre. Oui. Non, pas 3. Bon, on pourra au moins quand même regarder. Voilà. Très, très bien, richement illustré en particulier, et très, très détaillé volume par volume, si bien que c'est un travail qu'on n'aura pas à faire. C'est vrai, bon, on peut apporter des compléments, mais il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont indiqués, et notamment sur les différentes étapes de la façon dont tel ou tel livre a été retrouvé. Donc à l'époque d'ailleurs le chiffre était BM de Bordeaux 30, c'était modifié. Ce qui nous manque encore, ce sont les volumes, ou du moins un certain nombre de volumes de la Bibliothèque nationale, mais j'y reviendrai. Et puis vous voyez beaucoup de bibliothèques où il n'y a qu'un seul exemplaire ou deux au maximum, ce qui peut demander autant de travail qu'il y en ait 1 ou 10. Parfois les négociations sont longues, compliquées, et tout cela revient cher. Alors les objectifs de Monlo, c'est la partie ANR et de Laborem, sont quand même très, très proches, hein, et sont très complémentaires. Hein. D'ailleurs, quand j'ai déposé le projet Laborem auprès de l'équipement d'excellence Biblissima, ça paraissait effectivement comme un complément qui mettait en valeur en particulier la bibliothèque, notamment la bibliothèque municipale de Bordeaux. J'ai dit quand j'ai déposé, je veux dire en fait quand nous avons déposé, parce que c'est dans le contrat Biblissima, ce sont les bibliothèques patrimoniales qui sont les porteurs de projets. Bon, personne n'est absolument dupe, mais c'est quand même effectivement extrêmement important d'avoir consolidé ce partenariat qui existait déjà de fait pour présenter la bibliothèque de Bordeaux et pour faire en sorte qu'elle soit le leader dans ce projet-là. Donc c'est un élément assez, enfin c'est une façon de faire qui reproduit un peu ce qui se passe dans les anciens appels à projets, parce qu'il paraît qu'il n'y en aura plus du ministère de la Culture, où effectivement ce sont les bibliothèques patrimoniales qui, sinon, ne prennent pas forcément l'initiative, mais qui sont les soutiens principaux des projets. Donc on a un certain nombre d'éléments importants et qui, disons que tout le monde ne le fait pas, et qui sont effectivement complémentaires en dehors de la numérisation des facsimilés, et notamment la publication en ligne et en XML TEI des éditions majeures des essais de Montaigne, hein, ce qui était en bas dans les cercles de tout à l'heure, l'édition de la théologie naturelle qui est un peu en souffrance, on pourrait dire actuellement, la transcription en ligne de tous les documents manuscrits, annotations, arrêts et lettres, et on détaillera demain comment justement cela peut se faire. La reconstitution virtuelle de la librairie, donc le projet Laborem se situe là, et Laborem, comme Nicolas Barbet l'a dit tout à l'heure, c'est aussi la Boétie, hein, le labo c'est à la fois le laboratoire, le labeur et la Boétie. Du coup l'acronyme un peu bancal, hein, mais ça donnait un peu une idée de ce que l'on fait. La reconstitution 3D, précédée d'une reconstitution 2D, et puis l'analyse des encres, comme on l'a vu. Alors, il est important, pour ceux qui ne connaissent pas bien, de voir aussi comment ce projet s'inscrit dans le programme des bibliothèques virtuelles humanistes. Alors, comment définir les bibliothèques virtuelles humanistes par rapport au Centre d'études supérieures de la Renaissance? On peut dire que c'est une équipe programme. Pas une équipe projet, parce que l'équipe projet, c'est l'équipe qui se constitue de façon temporaire autour justement d'un projet, souvent la durée d'un projet ANR, hein, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans. C'était peut-être ça au début, les bibliothèques virtuelles humanistes, mais maintenant c'est devenu un programme à long terme. Alors,
le long terme, on ne le connaît pas, hein, parce que le numérique évolue, parce que les finances aussi évoluent, parce que les soutiens divers vont probablement manquer. Donc là, ce schéma vous permet de voir quand même la grande bipartition entre les facsimilés d'un côté, c'est-à-dire les reproductions numériques. On utilise maintenant ce terme de facsimilé qui n'était pas, il y a 10 ans, on ne s'exprimait pas comme ça, mais maintenant c'est devenu, notamment au niveau international, une appellation assez commode pour désigner l'image numérique du livre. Et notamment, le fait que ce soit en latin permet de se comprendre avec les collègues dans les rencontres internationales. Alors, épistémon, c'est la partie textuelle, c'est-à-dire ce sont les textes qui ont été transcrits, encodés, et transcription plus encodage égale édition. C'est vraiment important de mettre ça en avant. Ça a des implications légales importantes. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas arriver à faire protéger une simple transcription d'un texte, et notamment une transcription d'un texte qui a été obtenue à la volée par un passage d'OCR. Donc là, mais pas non plus si ça a été transcrit manuellement. Donc il y a effectivement des débats et peut-être une jurisprudence qui va se mettre en place. Mais donc l'épistémon, ce sont des textes qui sont édités à un niveau plus ou moins détaillé, c'est vrai. Certains, ils sont tous quand même encodés en XML-TEI maintenant, donc ça veut dire qu'il y a un travail d'enrichissement qui a été opéré et qui, bien sûr, va être le plus approfondi possible dans le cas des auteurs majeurs dont on s'occupe au Centre de la Renaissance, c'est-à-dire Rabelais et Montaigne. On l'a fait un peu aussi pour Ronsard et un certain nombre d'autres auteurs. Donc c'est pour ça que dans les corpus d'auteurs, on met en avant Rabelais, donc plusieurs effectivement projets autour de Rabelais, bientôt terminé les éditions majeures aussi, et puis Montaigne. Vous voyez apparaître un troisième élément, BSN5, bibliothèque scientifique numérique, c'est le cinquième appel, c'est pas le cinquième appel à projet, c'est la rubrique numéro 5 de la bibliothèque scientifique numérique. Donc ça, ce sont des financements qui viennent du ministère de la Recherche, spécifiquement affectés à des programmes de numérisation réalisés par des laboratoires. Donc c'est très complémentaire de ce qui se fait au ministère de la Culture, mais les origines sont différentes et surtout sont des laboratoires, notamment des laboratoires qui ont des collections patrimoniales, ce qui est le cas à Tours, puisqu'il y a aussi la bibliothèque du Centre de la Renaissance. Il n'y a d'ailleurs pas que cela, il y a aussi le fonds Bruno de la bibliothèque universitaire qui est très intéressant, le fonds d'histoire de la médecine également. Donc très récemment, on avait déposé un projet en juillet dernier, BSN5, et là aussi, ça donne quelques financements pour notamment payer des salaires pour pouvoir soutenir tous ces projets. Ça va servir également au projet Montaigne, servir également au projet Rabelais. Alors, dans les corpus de bibliothèques virtuelles, vous voyez apparaître un certain nombre de termes. Donc, bâtir, la base de typographie de la Renaissance, dont Rémi Jiménez, ici présent, s'occupe, et pourra vous parler avec beaucoup plus de détails. La base de minutes notariales, et c'est un rapport avec l'édition des arrêts de Montaigne. Tout ce qui est iconographie, donc extraction des éléments illustrés des livres qu'on numérise ou qu'on fait numériser. La base manuscrit, encore en chantier depuis un certain temps, et les archives proprement dites. On pourrait mettre les minutes dans les archives, mais toutes les archives ne sont pas des minutes, donc c'est pour ça qu'on a distingué les deux. Donc là, ça vous donne une idée un peu de ça. Alors le projet ANR, lui, il a été déposé avec un partenaire, l'IRHT, bien représenté ici, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, pour tous ces éléments-là. Donc je passerai vite parce qu'on va en parler abondamment, mais la prosopographie, on a vu une expertise aussi de l'IRHT sur l'inventaire des bibliothèques privées, parce que l'IRHT a fait beaucoup et fait beaucoup dans ce domaine-là. On va voir les autographes, les mains, les encres, et aussi une façon d'écarter définitivement, pour toujours, certaines attributions. Voilà.
Alors, l'IRHT est aussi partenaire pour les analyses codicologiques, hein, c'est aussi le métier de cet institut, le repérage d'ailleurs de certains problèmes, les encres, on a vu, les comparaisons des écritures, et ce dont Marie-Elisabeth nous parlera certainement ce soir, des projets grandioses d'analyse des encres, des annotateurs des livres grâce à des méthodes ultramodernes de la police scientifique. Voilà, alors je vais donner rapidement quelques éléments qui peuvent être intéressants pour un peu récapituler les découvertes qui ont été faites depuis le dépôt du projet, parce que le dépôt du projet, déjà on avait commencé à mijoter le projet en 2011, le dépôt du projet en 2012, et sa sélection en juillet 2012, le démarrage effectif à la rentrée 2013, donc ça prend beaucoup de temps, et finalement il se passe des choses entre le moment où on dépose le projet et le moment où actuellement on est censé être à mi-parcours. Alors, quelques découvertes. Donc on y a fait allusion tout à l'heure, Nicolas Barbet l'a montré, le manuscrit de la servitude volontaire qui était dans le catalogue, mais on dira assez peu exploité par les spécialistes, mais maintenant ils sont au travail. Hein. Les communications de Michel Magnin, notamment il y a 2 semaines, pour mettre en valeur le très grand intérêt de ce manuscrit qui serait le témoin sans doute de l'état le plus ancien de ce texte majeur de l'histoire de la philosophie politique. Bon, cela dit, il n'est pas très simple, et on en parlera aussi demain, et Alain Legros qui l'a transcrit également. Alors, l'identification aussi, c'était nouveau, parce qu'on n'avait pas, c'était pas, au moment où on a déposé le projet, l'existence de ce petit B qui nous narguait sans qu'on le sache, n'était pas connu, et le rapprochement a été fait par Alain. Hein, et du coup, certains exemplaires ont pu être identifiés comme tels, comme étant le marquage de la bibliothèque de la Boétie à l'intérieur de la librairie de Montaigne. Bon, pas grand-chose, hein, mais c'était cet exemplaire des essais de 1588 de la bibliothèque royale de Bruxelles, qui n'avait pas été répertorié comme ayant effectivement une trace de la main de Montaigne, parce que c'était une collection spéciale, un fonds Solvay, et que souvent les fonds spéciaux échappent un peu à l'attention des bibliographes, qui se fient à des descriptions de catalogues qui sont extrêmement sommaires, et notamment c'était le cas pour celui-là. Et puis la main de Montaigne sur certaines reliures, là ça aussi, voilà. Bon, ça c'est l'exemplaire de Bruxelles. C'était très mauvaise. On en a une bien meilleure maintenant, une bien meilleure photo. Ça, c'était celle que j'avais prise avec mon téléphone portable. Alors, suite des découvertes, et pas forcément par nous d'ailleurs, parce que du coup, l'intérêt des collègues pour le projet fait qu'ils disent « Ah, mais il y a à tel ou tel endroit, tel ou tel exemplaire intéressant ». Donc l'exemplaire avec l'exlibris de Montaigne à Wolfenbüttel, on se dit mais comment ça a pu échapper si à Wolfenbüttel ce n'est pas n'importe quelle bibliothèque, et donc il faut en fait souvent reprendre attentivement les catalogues et découvrir des éléments intéressants. Alors il n'y a pas d'annotation de Montaigne malheureusement. Alors, très récemment, puisque ça date d'il y a 1 mois à peu près, un exemplaire d'Histoire générale d'Espagne, donc de Mayenne Turquet, portant l'exlibris de Léonore, la fille de Montaigne, donc là aussi identifié grâce à l'expertise d'Alain Legros, et c'est Malcolm Wolsby, donc qui a fait le USTC, qui l'a découvert à Metz, bibliothèque qui est d'ailleurs fermée en ce moment. Donc il faut aussi avoir ses entrées dans certaines bibliothèques. Enfin, du moins, le front ancien n'est pas accessible. Moi, je crois que c'est ça, il est en réorganisation. Et puis, c'est la comparaison avec l'ex-libris de Harvard que Alain avait soigneusement conservé. Je me souviens quand on était allé à Harvard en 2003. Et voilà, ça pouvait servir, et ça a servi effectivement à faire cette identification de l'écriture de Léonore de Montaigne. On pensait qu'elle ne lisait pas grand-chose, et bien finalement si. Voilà. Et puis des autres arrêts du Parlement de Bordeaux qui ont été découverts par Evelyne et par le travail de l'IRHT sur les arrêts et l'examen des très, très nombreuses liasses. Alors les expertises, j'ai ajouté cela parce que finalement ça donne
à l'équipe de ce projet Montaigne une espèce d'expertise collective et qui permet aussi d'aider à identifier ou au contraire à désidentifier des exemplaires qui sont soumis, et notamment qui sont soumis au marché. Alors le faux ex-libris donc de Montaigne, donc il n'y a pas de Montaigne sur le Dubélé de Cambridge. Les annotations non attribuables à ce fameux exemplaire de 1588, annoté soi-disant avec quelques annotations de la main de Montaigne, qui a été mis en vente très cher sur le marché. Voilà, ça c'est aussi le travail d'Alain Legros, mais aussi de Jean Balsamo et d'autres collègues qui sont intéressés justement à être très précis, les plus scientifiques sur ces questions qui peuvent coûter très cher à l'État s'il achète un document comme étant de Montaigne et qui finalement ne le serait pas. Ça change un zéro quand même dans l'affichage du prix. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a été vendu finalement. Bon, en tout cas, il n'a pas été acheté par l'État. Voilà. Et puis, grâce aussi d'ailleurs au travail de la bibliothèque municipale de Bordeaux, hein, c'était Justine Jardin qui avait aussi discuté avec Alain Legros sur ce problème d'identification. Le Dicostène, c'est réglé. Et puis, l'authentification définitive, hein, à la lampe de Wood, du César conservé à Périgueux, pour lesquels, effectivement, il y avait un doute. Et donc là, c'est souvent l'expertise conjointe des conservateurs de bibliothèques, de l'œil d'Alain Legros aussi, et des recoupements que l'on peut faire avec les uns et les autres, et tout ce qu'ils ont pu rencontrer comme documents qui pouvait ressembler à l'écriture de Montaigne. Moi, personnellement, je la vois partout. Je suis très, très mauvaise pour cela. Et donc, je ne m'en mêlerai pas. Pour Léonore, quand même, bon, pardon, je suis allée en arrière. Alors, venons-en maintenant à la numérisation. J'en ai pas raté un. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, numérisation, eh bien, c'est en fonction justement aussi des intérêts qui n'étaient pas fort prévus dans notre chronologie au départ, et notamment le manuscrit de la servitude, et puis bien sûr le Beuter, qui méritait bien d'être numérisé vu l'état effectivement très malheureux dans lequel il est. Et puis les 51 ouvrages, ça c'est le projet initial du projet Laborem. Donc voilà l'image du manuscrit tel que vous pouvez le voir, hein, il est déjà en ligne. Et ça, c'est la notice qui a été rédigée par Toshinori Uetani du Centre de la Renaissance et par Alain Legros. Alors pour des documents qui sont numérisés à Bordeaux dans le cadre du projet Laborem et qui vont se trouver aussi sur le site des BVH, il faut voir comment on peut harmoniser nos notices. Parce qu'effectivement, pour l'instant, il y a des notices de catalogue de type bibliothèque, et nous, ce sont des notices de type catalogue, plutôt d'exposition, en fait. C'est-à-dire que ce sont des notices développées. Donc il faut voir aussi comment on n'a pas encore discuté, il faudra qu'on en parle, de voir comment on fait des liens et comment on enrichit les unes par les autres. Alors, numérisation des manuscrits, vous avez les arrêts du Parlement, de Bordeaux, au rapport de Montaigne, ceux où il était seulement présent, les lettres des archives princières de Monaco. Vraiment, le prince de Monaco a été très, très coopératif. On a eu assez rapidement ces documents-là et on a pu les mettre en ligne rapidement. Et pour les archives municipales de Bordeaux, ça a été fait, mais là, les conventions qui circulent et les tutelles, parfois, prennent beaucoup de temps pour perdre les documents. Alors, et du coup, il faut faire recirculer CNRS, Ville de Bordeaux, Université de Tours, etc. Alors, les autres, il y a d'autres exemplaires, on l'a vu tout à l'heure, notamment hors de France, mais aussi en France, il y a des nœuds, il y a des problèmes encore, qui ne sont pas des problèmes fondamentaux, mais il y a un endroit où ça bloque. Voilà. Alors, où est-ce que ça bloque ? La Bibliothèque nationale de France pour la réserve pour les latins. Tous les textes en français
à ce que je sache, ont pu être numérisés dans un marché qui était en cours de fin, en fait, à la réserve. Et donc, grâce notamment à Geneviève Guilleminault, les livres avec la signature de Montaigne ont pu passer dans ce marché. Ça ne faisait pas beaucoup, c'était quelques volumes. Et ça n'a pas été trop difficile. Mais ce marché ne prévoyait pas les livres latins. Et pour les livres latins, ça devrait passer dans le marché ProQuest. Et là, on est dans un marché avec une entreprise, donc on ne sait pas trop comment et sous quelles conditions on pourrait récupérer ces documents-là. Pour l'instant, d'ailleurs, Gallica a mis en ligne les livres avec la signature de Montaigne, mais on n'a pas encore la convention. On attend toujours qu'une convention soit signée pour qu'on puisse récupérer les originaux pour pouvoir mettre l'affichage page à page, notamment pour les ouvrages qui sont transcrits. Et pour pouvoir les mettre une copie, une copie miroir sur le site des BVH. Donc ça, c'est en attente d'éclaircissements, on pourrait dire, légaux et commerciaux, avec le marché que la Bibliothèque nationale a avec ProQuest. Alors la British Library, c'est juste une lettre de Montaigne. Je dis que c'est en cours, il n'y a plus qu'à payer, donc ça va se faire. Mais alors c'est vraiment, effectivement, c'est assez cher pour une lettre, et parce qu'il faut payer aussi la licence. Et la licence est de 3 ans, donc il va falloir repayer tous les 3 ans en principe pour avoir le droit de continuer à mettre en ligne, comme si on était un éditeur qui faisait du bénéfice et des profits. Donc là, c'est le même problème à la Bibliothèque nationale quand on demande quelque chose qui est hors marché, qui n'est pas dans le programme de numérisation de la Bibliothèque nationale. À ce moment-là, on est un commanditaire privé comme un autre et on paye le prix du marché, on paye les licences, etc. Donc pour l'instant, pour les lettres de Montaigne qui sont manuscrits de la Bibliothèque nationale, on a ce problème-là et j'espère qu'il va être résolu, s'il le faut, au plus haut niveau. Alors, pour le musée Condé à Chantilly, tout allait bien, sauf que ça ne se fait pas. Bon, il y a un changement de président de la fondation du musée Condé. C'est théoriquement possible, on devrait pouvoir acheter la numérisation du César, notamment conservé à Chantilly. On a mis la somme de côté, mais il faut quand même avoir le feu vert de Chantilly, on ne peut pas le faire. Donc tout ce qui est Institut de France, c'est compliqué. Heureusement, on n'a rien à Mazarine, mais ça serait pareil, on aurait aussi ces problèmes-là. Et puis à Cambridge, là, c'est uniquement un problème de financement aussi. Il faudrait réinjecter à nouveau quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir les 5 livres qui manquent. Voilà. Alors cela dit, il y a quand même tout ce qu'on a. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal. Et puis ce n'est pas le tout, c'est que même quand on a reçu les facsimilés, il faut les mettre en ligne. Il y avait le problème de savoir comment on mettait en ligne les livres pour lesquels on n'a qu'une seule page. Parce qu'à Harvard, par exemple, le prix était tellement démentiel, et comme il n'y a pas d'annotation en dehors de la signature de Montaigne sur la page de titre, on n'a acheté que la page de titre. Et parce que sinon, ça allait vraiment, ça faisait 6 000 € par livre, donc c'était quand même cher. Et puis on a bien avancé du côté de l'Angleterre, donc là aussi il faut un peu négocier les prix et les licences, mais finalement ça ne se passe pas si mal. Et on devrait avoir tous ces exemplaires uniques à un moment plus ou moins bientôt, plus ou moins tard, parce qu'il faut faire des relances, il faut avoir la bonne personne à la bibliothèque, il faut aussi régler les problèmes de conversion de devises qui ont pu bloquer, soit au niveau de la Banque de France, soit au niveau des banques qui prélèvent des sommes au passage. Et notamment à Harvard, ils n'ont pas reçu exactement le nombre de dollars qu'ils attendaient, donc ça, c'est toujours un peu bloqué. Voilà. Alors, les numérisations en Europe, c'est pour vous donner un petit peu la carte des ouvrages conservés, des lieux où c'est conservé, et puis les autres, quand c'est hors de France, c'est aux États-Unis, effectivement, et avec des politiques extrêmement différentes, c'est qui va du tout gratuit à tout payant. Voilà.
Voilà. Ça, c'est juste une image pour rappeler ce qu'il y a en dessous, hein, le back-office de la publication des facsimilés, des notices des ouvrages, hein, avec les différents champs, ce qui permet effectivement de faire des tris en fonction de la façon dont on a décrit ces ouvrages. Demain, nous détaillerons toutes ces étapes-là des différentes éditions que l'on fait, d'éditions numériques en ligne gratuites, mais néanmoins protégées, hein, c'est-à-dire pas de réutilisation sans autorisation. Et là, effectivement, il faudra qu'on discute un peu de la notion de domaine public. C'est pas parce qu'on édite une EB, hein, par exemple, que EB, effectivement, c'est un trésor national, donc c'est du domaine public, mais le travail qu'on fait doit être aussi, sinon protégé, au moins reconnu d'une manière ou d'une autre. Donc là, vous avez les étapes, hein, du travail, justement, pour les éditions en ligne, des différents niveaux de transcription, d'encodage, d'affichage, les différents niveaux de traitement. Tout ça, ça a détaillé effectivement demain, jusqu'à l'archivage, que pour l'instant, on ne fait pas d'archivage, on fait du stockage. Hein, mais c'est déjà ça. La question de l'archivage pour les aspects techniques, notamment des textes en XML, TEI, n'est toujours pas résolue, y compris par la TGIR Humanum, hein, qui n'a pas encore donné les instructions pour qu'on le fasse proprement. Voilà, vous avez tous vu des reproductions d'exemplaires de Bordeaux. Donc là, pour l'instant, en attendant nouvelle numérisation par la BNF, on se sert de ce que Chicago et le site du Montaigne Project de Philippe Desan a mis gracieusement à disposition de tous, hein, c'est-à-dire cet exemplaire, l'exemplaire d'ici mis en ligne à Chicago. Et le travail de transcription extrêmement difficile vous sera là aussi bientôt détaillé. Voilà ce que cela devrait donner. Hein, c'est pour la page qui précède. Non, c'est pas pour celle-là. Ça, c'est autre chose, pardon. Allez, on va y venir. Et je finirai là. Donc voilà, ce que ça devrait donner, c'est ça. L'idée, c'est de mettre en couleur et de mettre en évidence ce qui est effectivement manuscrit à édition exemplaire de Bordeaux. Donc vous voyez effectivement en italique. Tout ce qui a été modifié et encodé, et notamment quand on a dissimulé les IJ et les UV, et puis tout ce qui apparaît en orange, c'est ce qui a été restitué grâce à 1595, et donc voilà, on marque tout de suite en couleur la restitution, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qu'on avait l'habitude de faire dans une édition traditionnelle en mettant entre crochets ou entre chevrons, hein, on le met en couleur. Et puis, j'ai mis ici l'importance de la dénomination et de la détermination des signes d'insertion, donc proposés par Alain, et qui viennent en fait de la tradition, de la typographie déjà de l'époque. Bon, ça c'est un travail d'exploitation scientifique qu'on peut faire aussi de tout ça. Et notamment quand notre collaboratrice Élise Gauthier a transcrit un certain nombre d'additions, elle a confirmé ce qui était l'intuition de certains collègues, qui était qu'il y avait des additions d'exemplaires de Bordeaux qui étaient des additions préparées, c'est-à-dire qui étaient écrites d'avance et qu'il a recopiées. Et ça se voit à la façon, à son écriture, qui est soigneuse, mais en même temps à des erreurs d'écriture qui ne sont pas celles de quelqu'un qui est en train de penser à ce qu'il est en train d'écrire, mais de quelqu'un qui recopie. Et donc, par exemple, pour celle-ci, qui est une addition très, très importante, hein, que j'ai déjà exploitée, je l'ai présentée à Lyon, hein, c'est effectivement quand il ajoute de l'institution des enfants que si l'enfant ne veut pas être instruit, il n'y a qu'à le mettre pâtissier dans quelque bonne ville. Donc ça, il l'avait probablement déjà préparé, hein, son effet, on pourrait dire. Là, vous allez, dans ce qui suit, voir ce qu'il en est beaucoup plus précisément, mais vous voyez déjà une reconstitution spectaculaire. Et puis, l'édition sonore des essais, qui est en cours. Hein, il y a un certain nombre de chapitres, beaucoup de chapitres, des livres 1 et 2 qui ont été enregistrés. On a quelques problèmes parce que
le studio qui faisait l'enregistrement a fait faillite et donc on va essayer de récupérer les rushs, enfin les originaux pour pouvoir faire les petites modifications parce que ça prend beaucoup de temps de faire l'écoute et on s'aperçoit qu'il y a des petites erreurs de lecture et l'acteur est tout à fait d'accord pour reprendre ces erreurs de lecture, mais pour ça il faut qu'on puisse avoir les enregistrements d'origine. Voilà, donc c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la salle en entrant. Et je termine là pour qu'il n'y ait pas de ne pas déborder sur la présentation qui va suivre. C'est tout simplement pour indiquer, pour ceux qui ne connaissent pas bien, que tout ce programme Monlo, mais aussi Laborem, c'est à l'intérieur de projets plus vastes et on travaille en réseau avec d'autres laboratoires, que ce soit d'autres équipes du Centre de la Renaissance, que ce soit avec la Bibliothèque nationale, avec la MSH Val-de-Loire, que je ne dirige plus depuis le 1er septembre dernier, mais avec laquelle nous avons les meilleures relations, et ça continue bien sûr, le réseau des MSH, le consortium Corpus d'auteurs, un cahier, dont je continue à m'occuper au moins jusqu'en septembre 2015. Donc c'est important parce qu'on échange beaucoup sur ces questions de corpus d'auteurs, notamment avec Catherine Volpillac à propos de Montesquieu, avec les collègues qui s'occupent de Proust, de Stendhal, etc. On a tous les mêmes problèmes, même si les époques ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, et notamment l'expertise de ceux qui ont transcrit les manuscrits de Stendhal est très importante. Au niveau international, bien sûr, il y a aussi des corpus d'auteurs, voilà, d'autres financements qu'on a obtenus dans ces projets-là. Et ces différents lieux aussi où on peut présenter le projet, différents lieux comme les rencontres Europeana, qui permettent de discuter avec les grandes bibliothèques européennes pour savoir comment elles envisagent justement la numérisation. Alors, elle, c'est en grande quantité. Nous, on n'est pas tellement dans les big data. Enfin, big aussi au sens importante, hein, mais évidemment pas quantitatif, mais justement le qualitatif qui prend du temps et qui coûte cher. On a une certaine expertise dans ce domaine-là. Il y a un réseau francophone donc, qui vient de se mettre en place. Et puis, il y a la fameuse infrastructure européenne d'ARIA qui va peut-être enfin donner quelque chose. On espère, en tout cas, tout a été signé en haut lieu, il y a eu une inauguration au ministère, etc. Et on espère qu'on va pouvoir en profiter. J'ai peur que ça soit seulement une labellisation et que ça n'aille pas au-delà. Mais ce qui apparaît sûr, c'est que si on n'a pas la labellisation, on a encore moins de chances d'avoir des financements. Voilà, ça c'est évident. Alors là, vous voyez un projet, un essai de site spécifique pour le projet Montaigne. C'est ce site spécifique qui dialoguerait en fait avec le site de la bibliothèque de Bordeaux, hein, puisqu'on regrouperait, alors c'est un site sous WordPress, et on regrouperait, donc c'est Laurane qui l'a préparé très très rapidement, pour donner une idée de ce qu'on pourrait mettre sur ce blog spécifique, un blog spécial Montaigne, hein, qui rassemblerait et qui ferait tous les liens avec les numérisations, les éditions, et puis tous les événements qui sont autour de ce projet. Voilà, et puis c'est là on peut faire évidemment les liens avec tous les partenaires, avec le château de Montaigne, etc., et échanger à ce niveau-là. Ça, c'est ma dernière diapositive, j'ai terminé. Donc ça, c'est l'organigramme alors, c'est l'organigramme de ceux qui participent effectivement au projet au niveau scientifique et bien sûr tout ce qui est partenariat avec les bibliothèques est dans cet ensemble-là également. C'est un élément important. Voilà, donc peut-être que on peut répondre à des questions, je peux répondre à des questions dès maintenant, mais pendant ce temps-là, peut-être que vous pouvez déjà vous installer, voilà, pour la présentation suivante. Merci.